Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Minguin. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir plutôt, tout à fait. Vous êtes président de DEFI, député fédéral, Bourg-Metz-Woluwe et Saint-Norbert. Et on va parler un peu de toutes vos matières de prédilection. On va commencer par ce qui s'est passé en commission justice. C'était mardi, si je ne m'abuse, mardi après-midi. On a parlé avortement avec un texte de compromis au sein de la majorité qui était débattu. Alors l'opposition, à l'exception notable du CDH, rejette complètement ce texte, et plutôt sans pitié sur ce texte. Pour vous, en clair, il ne va pas assez loin, ce texte. Mais il n'y a pas de changement. C'est la même loi pour vous? Oui, quasiment, à des nuances près, mais sur l'essentiel. Bon, qu'est-ce qu'il y avait comme expression? Il y avait une demande de tout le secteur concerné par l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire les praticiens, les médecins, le monde associatif qui accompagne les centres de planning familial, les psychologues, enfin les personnes qui sont vraiment concernées par l'accompagnement des femmes qui souhaitent pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Pas par choix de confort, parce que j'ai entendu des arguments assez scandaleux qui disaient « Oh, c'est finalement un choix de confort ». C'était déjà l'argument qui était utilisé en 90 lorsqu'il y a eu un début de dépénalisation partielle de l'avortement. C'est-à-dire, on facilite le choix le plus commode des femmes. C'est pas vrai, c'est toujours un choix douloureux, c'est toujours un choix qui a des conséquences pour la femme dans son parcours personnel. Donc il faut avoir un peu de respect pour ce choix que fait la femme en connaissance de cause, et en tout cas qui sait avec les médecins quel doit être le choix qu'elle doit faire. Et donc, fondamentalement, ce qui est scandaleux, c'est que tout le monde était d'accord pour dire dépénalisons, c'est-à-dire totalement, définitivement, cessons de stigmatiser les femmes et les médecins qui, même s'ils ne respectent peut-être pas tout à fait les termes de la loi, parce qu'il y a des cas exceptionnels qui justifient que, par exemple, il y ait des interruptions volontaires de grossesse dans un délai au-delà des 12 semaines, pour des circonstances tout à fait exceptionnelles. Les médecins ne sont pas des barbares, ils ne font pas ça sans respecter leur déontologie. Mais il n'y avait aucune raison de maintenir une sanction pénale, ni pour le médecin, ni pour la femme, si on ne respecte pas le délai, par exemple, de 12 semaines, que nous souhaitions porter d'ailleurs à 18 semaines du côté de l'opposition. Eh bien non, la majorité a repris exactement les termes du code pénal et trompe l'opinion publique en disant on sort les dispositions du code pénal, mais non, on les met dans une nouvelle loi pénale, à l'identique. Mais ce n'était plus dans le code pénal en tant que tel. Ça reste une loi pénale. Le code pénal parce qu'il y a des sanctions, pénale, en fait, parce qu'il y a des sanctions. Et le plus grave, c'est qu'en somme, que dit le législateur, et notamment aux autorités judiciaires, au parquet qui est chargé de poursuivre si on ne respecte pas les conditions fixées par la loi, puisqu'il y a une sanction pénale qui est maintenue. Si le législateur renouvelle sa volonté d'avoir une sanction pénale pour une interruption volontaire de grossesse, dans certaines conditions qui ne respectent peut-être pas les strictes conditions de la loi, le parquet doit maintenant poursuivre. Or, il faut faire preuve de compréhension dans ce genre de matière. Et nous, ce que nous disions, et ce que moi je disais, mais il y a la déontologie des médecins. Un médecin, comme je le dis, ce n'est pas un barbare. Il ne vient pas accomplir un acte médical comme celui-là sans tenir compte des circonstances précises, psychologiques, physiques. Peut-être une malformation du fœtus qui justifie qu'on aille au-delà du délai légal. Et parce que y a le constat de ce que la malformation est d'une gravité telle qu'il n'y aura aucune satisfaction à donner à cette famille, à la naissance d'un enfant. Aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à un accord avec la majorité actuelle. Donc c'est plutôt peut-être mieux qu'il y ait une loi que plutôt ce qu'on pouvait espérer, comme dans tous les sujets éthiques. Les sujets éthiques de tout temps, et depuis qu'on a fait évoluer la législation, que ce soit sur l'interruption volontaire de grossesse ou le droit de mourir dans la dignité, c'est que ça échappait au débat partisan, au rapport de force entre majorité et opposition. C'est qu'on savait que dans l'opposition, il y a sans doute des élus, des parlementaires, des partis qui ne souhaitent pas aller de l'avant, mais comme dans la majorité, il y a des parlementaires qui souhaitent aller au-delà de ce que la loi prévoit actuellement. Et donc on espérait notamment voir le MR, où on sait qu'il y a plutôt une tradition libéral dans ces matières, assumer ses choix éthiques comme ça se faisait dans le passé, avec la liberté de vote de chacun de ses parlementaires. Mais ici, non, on a cadenassé un choix de la majorité assez finalement fermé par rapport à ce qui a été entendu en commission de la part des experts. Pourquoi avoir fait tout ce débat en commission avec des experts qui sont venus au-delà de leurs divergences philosophiques et religieuses, des gens qui venaient aussi bien du monde de la laïcité philosophique que du monde catholique.
aussi bien des médecins qui pratiquaient en milieu catholique qu'en milieu laïque. Tout le monde était pour la Et dépénalisation. il y avait une volonté de revoir les délais dans lesquels on pouvait notamment Juste pour un procéder point à historique, une interruption quand il y a eu volontaire le de gouvernement Verhofstadt, il n'y avait pas les socio-chrétiens dans le gouvernement, ni les flamands, ni francophones, ça aurait peut-être été le moment de faire passer cette loi-là. Mais il Et y a vous, eu, vous étiez au sein du MR à ce il y moment-là. avait des débats qui ont eu lieu à ce moment-là. Il n'y a peut-être pas sur l'avortement, mais par exemple sur le droit de mourir dans la dignité. Il y a eu des avancées, et ça s'est même encore fait au-delà du gouvernement Mais Verhofstadt. l'avortement, on n'en parlait pas à ce moment-là. Non, parce que peut-être nous étions que 9 ans après l'adoption, quand le gouvernement Verhofstadt s'est installé, c'était à la fin des années 90, Oui, la loi avait trop tôt été encore. votée en 1990, il n'y avait peut-être pas encore cette évolution des praticiens qui sont venus dire maintenant, 28 ans après, nous sommes 28 ans après la loi de 1990, il faut l'adapter, la faire évoluer et aller vers la fin de la sanction morale. Personne ne contraint une femme à avorter, personne n'impose, chacun respecte le choix de la femme. Mais justement, l'idée même de maintenir une sanction pénale, c'est dire, ah ben évidemment, celle qui quand même recourt à ce choix médical, a fortiori s'il n'est pas strictement dans les conditions de la loi, elles doivent être sanctionnées. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance. Autre sujet, le 11 juillet, aujourd'hui, la communauté flamande se fête et elle met Bruxelles à l'honneur cette année. Les Flamands pourront se marier à la capitale, c'est ça leur slogan de cette année, ce 11 juillet. Alors votre réaction, je vous en propose 3. La première, c'est Bruxelles appartient à tout le monde finalement. La deuxième, c'est halte aux impérialistes flamands. Et la troisième, c'est je n'aime pas le 11 juillet. Alors quelle est votre réaction? Attendez, nous avons toujours plaidé dans mon parti pour une ville ouverte. Oui. Une ville qui ne connaît pas de frontières. Donc, je ne vais pas ériger une frontière pour ceux qui veulent venir à Bruxelles, partager quoi cette ville extraordinaire. Ce qui nous a toujours étonnés, c'est de voir que certains, au nord du pays, notamment dans les milieux nationalistes, à la fois veulent s'approprier cette ville et en même temps la détestent. Comment avoir une telle relation haine-amour avec une ville dont on veut tout le temps dire qu'elle est principalement flamande, ce qui n'est évidemment pas la réalité, on le sait bien, et en même temps vouloir dire qu'on veut la marier d'une certaine manière. Alors il faut choisir. Si on veut la marier, si on la trouve belle, quand on se marie, c'est parce qu'on trouve la mariée belle. Ben, alors il faut cesser de la dénigrer, que ceux qui veulent marier Bruxelles disent alors toutes les qualités, toutes ses vertus et tout son charme. Alors, un autre message positif, c'est en fait le bourgmestre de Bruxelles, le bourgmestre Claus, pour la première fois, a pris la parole. Avant, c'est toujours le ou la première échevine flamande qui parlait. Et là, pour la première fois, c'est un bourgmestre qui a parlé. Et ça fait plaisir à quelqu'un dans l'assistance. Écoutez-le, c'est Théo Franken. Je suis très content que le bourgmestre est ici. C'est un signal très ouvert, d'ouverture du bourgmestre Claus. Je suis très content. Même quand il est PS. Même quand il est PS, voilà. Donc, La révélation. Ça veut dire que c'est un jour merveilleux aujourd'hui. Écoutez, cette victoire contre la France à la bataille des éperons d'or est plus agréable que la défaite d'hier soir. Oui, on sait très bien que la prétendue fête nationale flamande est un anachronisme par rapport aux événements de l'époque. Donc, quand on s'approprie des événements du passé pour justifier des fêtes du présent, c'est souvent un anachronisme sur le plan historique. Mais peu importe, chacun a ses symboles. Mais plus fondamentalement, ce qui évidemment est intéressant dans le propos de M. de Franken, c'est que finalement, il doit respecter la fonction de bourgmestre de Bruxelles. C'est assez amusant. Eux qui n'ont de cesse de dire « Ah, il faudrait supprimer les communes ». C'est ça le discours de la NVA. Supprimer les communes, il n'y a plus qu'une seule région. Et donner plus de pouvoir, si possible, aux élus flamands dans la région. Ici, maintenant, il doit reconnaître qu'il y a un bourgmestre qui a le sens de l'accueil. Ça change peut-être du comportement de M. De Wever à Anvers. Ah oui, Bruxelles est plus accueillante, ça c'est vrai. Et si demain, il y a un bourgmestre défi à Bruxelles-Ville, par exemple Fabien Minguin, est-ce qu'il ira le 11 juillet faire un discours? Mais en disant tout simplement que Bruxelles n'est pas à prendre, que Bruxelles, c'est la volonté des Bruxellois qui fera respecter cette région, cette ville, et que ce n'est pas des forces extérieures à Bruxelles qui vont venir nous dire comment il faut gérer Bruxelles. Ne faites pas encore son discours, on verra ça l'année prochaine. Oui, je le laisse autonome. Alors, question sur vol. À la faveur d'une question parlementaire, la ministre Frémaux a révélé des chiffres qui sont quand même assez catastrophiques en termes de nuisances sonores. Si on voit les atterrissages de la piste 01, l'est de Bruxelles, 97% des atterrissages ne respectent pas l'arrêté sonore, l'arrêté Gauzoin. Caroline Persons, posé la notre question, élue au Parlement bruxellois, a fait révéler cette donnée statistique que l'on soupçonnait, qu'on
pressentait. Et c'est vrai aussi dans ma commune où on constate, grâce au fait que nous avons obtenu de la région le placement d'un nouveau sonomètre, qu'il y a des infractions entre 6 et 7 heures sur le survol de Woluwe-Saint-Lambert. Donc, nous continuons à dire ce qu'a toujours dit la région. Il faut poursuivre en justice les condamnations de l'État belge. Ce qui est scandaleux, c'est que M. Belot est maire s'assied sur ce dossier parce que la NVA, alors vous voyez, c'est ça, on veut marier la belle capitale, la belle région, mais on la traite comme une poubelle pour tout ce qui est le survol. Alors il faut peut-être un jour choisir. On ne peut pas aimer Bruxelles et la maltraiter en ce qui concerne le survol. Et c'est ça qu'on va continuer à se battre. Et avec finalement le seul instrument juridique que nous avons, et qui est le plus puissant, et que d'ailleurs du côté flamand il faudrait falloir abroger, c'est le fameux arrêté Gauzoin qui permet de constater toutes les infractions aux normes sonores qui protègent les Bruxellois quant aux nuisances engendrées par le survol. Heureusement qu'on a cela parce que c'était finalement notre seule arme juridique, puisqu'il n'y a pas de volonté politique au gouvernement fédéral du MR de faire bouger ce dossier. Le MR a abandonné, souvenez-vous, ce qu'il avait fait comme promesse en campagne électorale aux dernières élections régionales et fédérales sur le dossier du survol. On sait bien que ce dossier du survol est un dossier difficile. N'est pas simple, mais à tout le moins, faire respecter les décisions de justice, c'est ce qu'on peut attendre d'un ministre. Alors il y a quelques jours, la Libre titrait, ou tirait plutôt des plans sur la comète en prévoyant votre succession dans plus d'un an après les élections régionales. Est-ce que d'abord vous allez vous mêler de votre succession? Est-ce que vous allez choisir votre successeur? Non. Non? Non. Vous le promettez? Oui, parce que, vous savez, moi je suis devenu président, c'est vrai, il y a longtemps, j'ai eu cette chance, très jeune, j'avais 35 ans. Certes, j'ai été encouragé par certains des grandes figures historiques de mon parti, Mme Sack, mais il y avait plusieurs candidats. J'étais en compétition avec Georges Kerfeil, qui était le président sortant, Didier Vanel, qu'on a peut-être oublié, mais qui était un homme brillant dans notre parti. Donc il faudra une candidature ouverte. Mais je le souhaite ardemment que nos militants, c'est la tradition dans notre parti. Nous sommes un des tout premiers partis à avoir élu au suffrage universel de ses membres, son président. Je souhaite que ce soit ainsi et je ne ferai pas de recommandations. Et un duo de président, c'est une bonne idée? Ce n'est pas dans nos statuts. Ce n'est pas prévu. Et je ne crois pas, et Didier Gauzoin a eu raison de le rappeler dans son interview à la Belgique, que ça soit efficace. On a eu des précédents, que ce soit chez Écolo, ce n'est pas toujours exceptionnel, l'époque des ducs, du Carme, au MR, oui. Voilà, au MR, du Ken, c'était pas terrible comme duo. Merci Olivier Marguin. Demain, on reçoit Alain Courtois. Bonne soirée à tous. À demain.